Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format Entretien de la Gazelle, qui est le premier journal interuniversitaire de Paris. Pour cet épisode, nous avons le privilège de recevoir Vicky Sommet, ancienne directrice des affaires internationales de Radio France Internationale entre 2008 et 2012, officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et fondatrice du blog Les Unes et les Autres, consacré aux trajectoires de celles et ceux qui ont marqué le monde. Vicky Sommet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet après-midi. C'est un plaisir de vous accueillir au sein de la Maison des initiatives étudiantes. Comment allez-vous? Je vais très bien et je serai encore plus heureuse quand j'aurai pu répondre aux questions, des questions qui m'ont intéressé et peut-être des réponses qui vont vous plaire. D'accord. Commençons déjà pour revenir un peu sur le début de votre carrière. Comment est-ce qu'avez-vous commencé votre carrière de journaliste? Je suis partie d'abord sur une autre carrière qui était celle de traductrice-interprète et j'ai bifurqué un peu par hasard vers la presse, la radio, parce que FIP cherchait des voix et que je me suis présentée comme ça au hasard. Et j'ai été embauchée, donc j'étais une fipette et une filette parce que j'habitais à Lyon à l'époque. Et puis très vite, je ne sais pas si vous connaissez FIP, c'est une radio qui a des musiques et quelques messages, environ toutes les 15 minutes, disons. C'est un petit peu fastidieux au bout d'un moment, donc j'ai voulu aller plus loin et aller voir vraiment comment fonctionnait une vraie radio. Donc j'étais en région, j'ai commencé à Radio France Lyon, puis ensuite je suis revenue à Paris parce qu'à Paris je pouvais avancer dans ma carrière. Et j'ai travaillé à Radio France Internationale et très vite à France Inter. Et je faisais les deux radios en même temps, à 1 heure d'intervalle tous les matins. Vous avez travaillé au cœur de l'actualité internationale, souvent marquée par des événements, on le sait, très difficiles. Comment parvient-on à conserver une certaine distance émotionnelle justement dans ce métier? Alors j'ai un petit avantage, c'est que en fait, je ne suis pas orientée uniquement vers le news, qui m'intéressait moins, car c'est un temps de parole très court. Vous avez un journal avec un présentateur ou un anchorman ou une anchorwoman, et puis des journalistes qui participent et qui chacun vient apporter un témoignage, un reportage, un papier, et donc c'est 1 minute 30, 2 minutes 33. Comme je suis très bavarde, j'ai préféré faire du magazine, c'est-à-dire que j'avais ma propre émission que je produisais, des émissions de 2 heures, puis des émissions d'1 heure, ce qui était déjà largement suffisant, parce que j'en faisais 2 par matin. Vous avez travaillé au cœur de l'actualité internationale, mais comme vous l'avez dit aussi, au sein des magazines. Peu importe le domaine, est-ce que vous ressentez une certaine responsabilité particulière dans la manière dont on perçoit, dont le public perçoit les événements ou les régions du monde que vous présentez? Alors oui, effectivement, on a une parole qui porte, et qui porte, France Inter, c'est la France, et un petit peu quelques pays européens. En revanche, Radio France Internationale, c'était en gros le monde entier, à part les régions anglophones de l'Afrique du Sud, par exemple. On leur parle en français, mais on leur parle aussi en 19 langues. Nous avons 19 rédactions de langues qui permettent à des journalistes issus de ces régions de s'exprimer. Ce qui est très émouvant, c'est une petite parenthèse que je fais, ces journalistes sont toujours des gens qui ont fui la prison, qui ont fui éventuellement un emprisonnement à venir, qui ont fui un régime politique parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les gouvernements. Donc ce sont des gens qui sont des exilés très touchés, très émouvants. Et donc ils ont à cœur de défendre leur pays, même s'ils l'ont quitté. Donc ce sont des infos extrêmement intéressantes et pas partiales du tout, au contraire. Donc c'est vrai qu'on côtoie, même dans les couloirs de la maison de la radio, des gens qui viennent de mondes tellement différents que bien, la tolérance est là et qu'on ne fait pas de différence entre ceux qui viennent d'un pays avec une religion ou des idées qui ne nous plaisent pas. On est là pour porter une voix et un message dans le monde entier. Moi, j'avais le matin 45 millions et demi, je crois, d'auditeurs sur RFI et 450 000 sur Inter. Vous voyez la différence. Énorme. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une discrépance au niveau des médias français dans la portraitisation de certaines régions, de certains pays? Est-ce que vous trouvez que le service public, comme on l'avait mentionné, pose une différence par rapport aux d'autres groupes privés qui peuvent s'immiscer dans l'espace médiatique français? Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'espace médiatique, comme vous dites, est ouvert. La différence, pour moi, est essentielle. Le service public a source ces informations. C'est-à-dire que quand on forme des journalistes, ce qui m'est arrivé dans ma carrière, je leur demande d'avoir une source, voire 2, parfois 3, pour vérifier. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Et si on a 2 ou 3 témoignages, on peut comprendre qu'effectivement, la source est vraie et que ce qu'on va dire est vrai. C'est vrai que le vrai du faux, aujourd'hui, malheureusement, se mélange partout. Beaucoup d'internautes, d'auditeurs ou téléspectateurs craignent qu'on leur donne des fausses informations, les infox en particulier. Et pourtant, j'ai regardé, en ce moment, la semaine dernière, se sont tenues les assises nationales de journalisme à Tours, où il y avait une centaine de journalistes qui étaient là.
Et j'ai retenu un chiffre qui me paraît intéressant. Les médias de service public sont importants, voire indispensables, et pour le bon fonctionnement de la démocratie. Donc ça veut dire que les services publics, même si on le jette parfois et qu'on le dénigre, n'empêche qu'on est obligé d'y faire confiance parce que ce sont des gens sérieux et qui travaillent sérieusement. Ils ont l'avantage d'avoir dans certains pays des correspondants, d'avoir des journalistes locaux qui peuvent donc donner une information fiable parce qu'ils sont sur place et qu'ils connaissent leur pays. Donc il y a un avantage en plus. Et puis il y a les dépêches qui arrivent du monde entier, bien sûr, là aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la parole des gens qui prime plus sur le papier. Et comme vous avez mentionné aussi, vous avez travaillé au sein des magazines qui n'avaient pas beaucoup à faire avec l'actualité internationale forcément. Qu'est-ce que vous avez préféré au fur et à mesure de votre carrière? Qu'est-ce qui vous a le plus stimulé, disons? Connaître les gens. Je ne veux pas dire les aimer parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas, ou qui vous indisposent ou qu'on déteste, mais sur une antenne, télé ou radio, vous les aimez. Vous les regardez avec amitié, en confiance. Ils sont en face de vous, vous les regardez dans les yeux pour qu'ils vous disent qui ils sont, pour vous sortir d'eux tout ce qu'ils ont d'intéressant à nous partager avec nous. Donc, moi, je crois que j'aime l'autre. Voilà. Autrui, c'est important. Ça fait partie de notre vie, mais on sort du cercle d'amis, du cercle familial, du cercle amoureux, que sais-je, mais il y a l'autre. Et l'autre, c'est ce qui nous permet de se dire que nous sommes au centre d'une machine qui tourne, qui est la société, ou des sociétés quand il s'agit d'international, et qu'on a chacun une place, mais on n'a pas sa place tout seul. Il faut s'appuyer aussi sur l'autre et échanger avec l'autre. Ce que j'enseigne quand je propose à des étudiants de s'intéresser au journalisme, s'ils ont les quelques qualités requises que je viens d'évoquer, je leur dis forcez-vous à aimer. Voilà. C'était quoi votre style en tant que journaliste? C'était quoi votre démarche en tant que journaliste quand vous faisiez des entretiens avec des personnes qui peut-être personnellement ne vous plaisaient pas autant? Ça ne se voyait pas. Je faisais mon interview. Bon, mais chacun a quelque chose à dire ou à faire ou à montrer. Tout le monde a des choses intéressantes en soi. Enfin, moi, il me semble, des choses intéressantes en soi. Donc, c'est le talent du journaliste d'essayer de faire sortir de cette personne quelque chose qui intéressera le plus grand nombre. Ça dépend, oui, peut-être des interlocuteurs, oui, mais il y en a qui se dévoilent peu ou qui ne veulent pas se dévoiler ou qui trouvent des parades. Donc, le journaliste, il est obligé d'aller en plus, hein, comme le torero qui pique le taureau, il faut aller plus en profondeur pour essayer effectivement d'en sortir. Il n'y a rien de plus détestable de faire une interview, quel que soit le média, et qu'en face, ça ne réponde pas. En face, c'est un échec pour le journaliste. Parce qu'il y a des gens qui écoutent ou qui regardent et qui voudraient voir sortir quelque chose de cette personnalité, apprendre quelque chose. Et là, tout d'un coup, ça ne marche pas. Moi, j'ai une ou deux fois dans ma carrière, très rare, j'avoue, une ou deux fois, des souvenirs que ça n'a pas marché. Et là, vous êtes un peu désespéré quand même, hein. Vraiment. Pour poser davantage le regard sur le journalisme à proprement parler, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui avec vous, quels changements dans le monde du journalisme vous semblent aujourd'hui les plus préoccupants, s'il y en a? Le changement, c'est qu'effectivement, cette partie de journalistes qui n'en sont pas, qui donnent des informations, bon, c'est nouveau, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Maintenant, dans tous les pays du monde, il y a des télévisions privées, des radios privées. Beaucoup de pays ont aussi des réseaux sociaux venant de chez eux. Donc, l'information, elle est diffusée partout de manière un peu folle, je dirais, de manière pas contrôlée. Donc, c'est un petit peu angoissant. Et beaucoup de gens croient tout ce qu'on leur dit. Donc les médias de service public ont beaucoup de mal à tenir la route, à exister aujourd'hui, surtout qu'on parle quand même dans l'information française d'un regroupement de l'audiovisuel français aujourd'hui. Donc c'est un risque majeur. Moins de personnes sur les terrains, donc moins d'informations fiables. Et justement, parce que vous évoquez cet aspect-là, on entend souvent ce phénomène de post-vérité aujourd'hui dans les actualités. Est-ce que selon vous, on assiste à une transformation profonde du rapport qu'on a à l'information? Je dirais qu'il y a peut-être une question de génération. Une génération de personnes plus âgées a connu les télévisions et les radios. Une population intermédiaire, l'âge moyen, 40-50 ans, a à la fois le souvenir ou connaît l'existence des médias anciens et les médias nouveaux. Et puis les tout jeunes, ils ne connaissent que ce qu'ils connaissent aujourd'hui, ce que vous échangez, ce que vous lisez, ce que vous regardez sur vos écrans. Donc personne ne perçoit l'information de la même manière aujourd'hui. Pour développer le pouvoir qu'ont les médias,
Selon vous, l'influence croissante d'acteurs privés dans les médias, justement, comme par exemple le groupe Bolloré avec CNews ou Europe 1, ou encore Jeff Bezos dans The Washington Post, vous semble-t-elle préoccupante, justement, pour cette indépendance journalistique ? Oui, on ne peut pas le nier. Ce sont des patrons qui ne sont pas des gens issus de la presse, donc qui ne connaissent peut-être pas tout ce qu'il faudrait savoir pour savoir comment fonctionne une presse. Quelqu'un qui est rédacteur en chef, qui n'a pas exercé le métier de journaliste, n'aura peut-être pas les bons réflexes pour commander tel ou tel reportage, pour établir le contenu ou ce qu'on appelle un chemin de fer d'un journal, qu'il soit télévisé ou en radio, pour essayer de privilégier l'importance d'un fait ou d'un fait divers ou d'un événement politique. Donc il faut quand même une certaine expérience. Le journalisme est un métier comme un autre, hein, mais il a ses lois, il a ses droits surtout. Et pour le respecter, il faut quand même qu'il y ait effectivement des équipes. On ne peut pas être journaliste tout seul. Il faut être nombreux pour être journaliste. D'abord pour apporter des informations de qualité, comme je le disais, avec des personnes qui sont ailleurs. Et puis il y a aussi des informations de qualité par rapport à la technique et par rapport à la réalisation. En radio, on travaille avec 4 personnes, en télé, parfois 4 ou 5. Puis maintenant, on essaie de travailler avec moins parce que ça coûte trop cher. Là est le problème. D'où le fait qu'on veut regrouper tous les médias de l'audiovisuel public, parce qu'il y aurait, pour le même reportage, au lieu d'envoyer 5 reporters, un pour France Info, un pour France Culture, un pour France 2, un pour France 3, on n'en enverrait qu'un qui ferait tout. Quand vous parlez justement de cette frontière entre journalistes et créateurs de contenu qui se devient de plus en plus floue, jusqu'à où est-ce qu'on peut étendre la définition d'un journaliste? Parce que c'est très difficile de savoir cerner s'il s'agit d'une démocratisation qui est allée trop loin ou d'un point de vue de notre côté qui peut être assez élitiste finalement, de qui peut être journaliste, de qui a le droit de propager certaines informations, de donner leur point de vue sur un sujet. Pour moi, être journaliste, c'est exercer un métier. D'abord, il faut avoir une carte de presse, et ça c'est valable dans tous les pays du monde. Donc ça veut dire qu'on vous reconnaît comme tel à l'intérieur d'un groupe de personnes dont c'est le métier. Vous avez cité Bolloré, c'est un peu compliqué en ce moment parce que les journalistes sont contre. Ils ont signé aujourd'hui un manifeste pour la presse, enfin la littérature, mais c'est quand même le même groupe. Dans certains pays, quand vous avez un débat politique entre le président qui se représente lors des élections, puis en face un opposant, si l'opposant n'a pas de voix, n'a pas de relation, c'est le président en exercice qui va s'imposer. Et au lieu de faire un débat où le temps de parole est limité de chaque côté de la même manière comme ça on le fait en France, enfin dans les pays démocratiques, eh bien en Afrique, le président va parler pendant 2 heures et l'opposant il aura 10 minutes. Et donc fatalement, l'auditeur ou le téléspectateur a une information tronquée. Mais que faire ? Et sur une forme plus actuelle et qui, je pense, croît de plus en plus et ne va pas s'arrêter de sitôt, des formes de journalistes comme des créateurs de contenu qui aujourd'hui relaient l'info sur les réseaux sociaux, incarne-t-elle pour vous cette nouvelle forme du journalisme qui émerge ? Oui, le créateur de contenu, c'est bien, mais où est-ce qu'il les trouve, ces contenus ? C'est ça que j'aurais besoin de savoir. Est-ce qu'il s'informe lui-même auprès de gens dont c'est le métier ? Est-ce qu'il va à la source, là où il faut aller, en France ou ailleurs, si c'est le cas ? Ou est-ce qu'il va voir des partis politiques ? Ou est-ce qu'il va voir des économistes ? Tout dépend dans quel domaine il travaille. Mais on ne peut pas créer les choses comme ça juste par envie d'imposer une idée parce qu'on y croit. Et c'est là où on a effectivement, malheureusement, des dérives terribles. Je pense qu'il existera quand même toujours, me semble-t-il, des journalistes qui œuvrent dans un média, alors que ce soit public ou privé, mais qui œuvrent effectivement, comme je le disais, en équipe, qui œuvrent avec des moyens plus importants. Faire du journalisme à grande échelle, ça coûte cher. Donc la télévision encore plus que la radio. Mais voilà, et la presse écrite, elle est un peu en perte de vitesse. Mais elle ne mord toujours pas, elle n'est pas moribonde, quoi qu'on dise, un jour elle va disparaître, elle est toujours là. Parfois elle s'écrit sur Internet, pourquoi pas, sur un écran, pas nécessairement sur du papier. Mais ce journalisme existe encore, donc moi je sais pas, j'ai bon espoir que tout ne va pas être renversé pour garder juste une forme de journalisme et la pluralité, je crois que c'est très important. Pourtant, cette transition numérique, elle a quand même changé notre rapport à l'information. Est-ce que vous trouvez que le rapport que les jeunes d'aujourd'hui ont avec l'information est beaucoup plus superficiel ou est-ce que c'est juste une manière différente de voir la réalité ? Alors, changer le rapport, je ne sais pas, parce que cette génération que vous évoquez, elle n'a connu que ça. Maintenant, oui, cette jeunesse s'informe, et vous en êtes vous-même des jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas intéressés par l'information, ne sont parfois pas intéressés par le monde qui bouge autour d'eux.
Un peu oui, bien sûr, mais parce qu'ils en parlent peut-être avec leurs parents ou entre amis, mais c'est pas nécessairement leur priorité. Leur priorité, c'est de construire leur vie, de trouver une profession, je sais pas, d'être amoureux, que sais-je, de vivre pour eux-mêmes. Donc l'information est peut-être moins importante aujourd'hui pour les jeunes, il me semble. Je dis ça vu de l'extérieur. Et justement, s'il y a cette perte d'intérêt pour l'information des jeunes, selon vous, c'est parce qu'ils sont moins bien informés, qu'on a peut-être moins cet accès à l'information et qui fait que petit à petit on s'en détache, ou alors c'est juste qu'on s'intéresse différemment et qu'on est donc informé différemment. Alors, j'ai pas envie de dire qu'ils s'intéressent moins, mais si vous voulez vraiment, même si vous avez qu'un ordinateur ou une tablette, vous pouvez trouver France 2, France 3 et tous les médias possibles. Donc, c'est pas obligé d'avoir une télévision dans votre chambre, ni même une radio dans votre colocation. Enfin, donc voilà, tout est accessible. Maintenant, je ne sais pas si ça les intéresse autant. Il y a une catégorie des jeunes qui font des études, je dirais oui, parce que quelles que soient les études qu'ils suivent, il y a un moment où il faut s'approcher quand même de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie culturelle. Vous touchez toujours à un de ces domaines-là. En revanche, pour des jeunes qui peut-être ont commencé à travailler très tôt, tout de suite après un brevet ou vraiment à la sortie du bac, peut-être que leur intérêt est émoussé et qu'ils sont moins concernés par ça. J'avoue que je ne peux pas avoir un avis tranché là-dessus. Mais ça change aussi de côté de journaliste parce qu'aujourd'hui, il y a un flux d'informations qui est tellement surprenant, la rapidité avec laquelle l'actualité change. Est-ce que ça n'a pas changé aussi le rapport qu'on a face aux journalistes parce que on n'est plus capable de comprendre tous les enjeux d'aujourd'hui? Donc, comment est-ce qu'un journaliste contemporain peut faire face à un tel flux d'informations qui est tellement rapide? Il va falloir, grâce à son métier, il va savoir trier peut-être. Moi, j'ai une amie qui travaille 6 mois par an à Washington, qui assiste à toutes les réunions de Trump. Elle me disait que c'est très surprenant. Un jour, c'est pour présenter son chien à la presse. Et puis, mais c'est vrai. Donc, puis le lendemain, c'est pour parler d'un revirement politique à propos d'une décision qu'il avait prise 3 jours avant. Bon, je ne vais pas mettre cet homme en cause, mais n'empêche qu'effectivement, le journaliste doit avoir, pour moi, c'est les qualités qu'un doit avoir un journaliste, c'est la curiosité, c'est la passion, c'est aussi l'audace, il faut oser, et puis avoir une dose d'intuition. Et là, chacun a la sienne, nous n'en a pas. Et là, il n'y a personne qui peut la prendre à votre place. Donc l'intuition de se dire c'est bon, c'est pas bon, c'est faux, c'est vrai, c'est d'où l'idée de l'équipe, parce que si on est plusieurs, on verra que les intuitions se rejoignent ou pas, et qu'il y a quelqu'un qui a peut-être un argument contre ou pour, et qui fera qu'on prendra la bonne décision. Ça m'intéresserait de voir votre point de vue sur la situation au Moyen-Orient aujourd'hui. On voit que depuis un mois, il y a une guerre qui, même s'il y a un cessez-le-feu qui est censé finir là dans quelques jours, on voit quand même qu'il y a un engrenage des forces régionales et internationales. Quelle possibilité vous voyez pour Donald Trump et son administration de sortir de ça? Moi, personnellement, je ne vois pas de sortie, puisque c'est lui qui est entré. Déjà, c'est lui qui a commencé. Une partie. Il y avait l'Israël déjà avant, bien sûr, qui était là. Et Israël avait besoin d'un soutien. Moi, je suis beaucoup moins optimiste que vous par rapport à une sortie prochaine. Bon, les Iraniens se réunissent avec les États-Unis, mais ils ont chacun des demandes spécifiques, pas les mêmes. Chacun voit ses avantages à sa porte. L'un veut continuer à enrichir l'uranium et l'autre veut continuer à faire en sorte que tout passe, parce que, enfin, tout passe, pétrole, tous les matériaux possibles passent par le détroit d'Ormuz, gaz également, parce que, vous le savez peut-être, mais la Chine est le pays qui est le plus dépendant de tout ce qui est produit ailleurs, gaz et pétrole. Je crois pas loin de 90%, je sais plus si c'est 80 ou 90%. Et donc, si vous fermez cet approvisionnement par voie maritime, eh bien la Chine, elle est étranglée. Si elle est étranglée, elle peut beaucoup moins produire. Et donc, comme c'est la rivale de les États-Unis, Trump a tout intérêt à ce que ce soit le cas. Donc, il faut voir un peu au-delà de ce qu'on voit. C'est ça comment dire, l'information, c'est pas juste ce qui apparaît au premier plan. Il faut penser à derrière. Donc, il y a des stratégies qui ne sont pas toujours connues, mais qu'on peut deviner tout de même. On disait souvent les premières semaines que la Russie pourrait être très avantagée par cette guerre parce qu'il y aura plus d'achats de leur pétrole et de gaz. Quelle place pour la Russie ces prochains mois, ces prochaines années? Est-ce que c'est quand même un régime qui est affaibli ou est-ce que ça peut toujours revenir en pleine puissance? Je ne suis pas assez connaisseur de cette politique-là. Il semble effectivement pour l'instant pas vraiment affaibli, mais à l'arrêt.
à l'arrêt, en attente, je dirais, en attente de ce qui va se passer. Il n'est plus un acteur principal aujourd'hui. Mais pour l'instant, il n'y a que l'Ukraine sur laquelle il peut encore essayer de faire quelque chose. Donc oui, c'est vrai que ça semble être un peu le poids faible pour l'instant, la Russie. Mais elle est aidée quand même par la Corée du Nord. Elle est aidée un peu par la Chine aussi quand même. Maintenant, la Chine peut-être aura des préoccupations personnelles, elle ne pourra plus tellement aider la Russie. Donc je ne sais pas. Moi, je sais pas si vous êtes inquiet, mais je trouve que toutes les populations commencent à s'inquiéter quand même de ce qui est le monde. Mais vous parlez justement de cette inquiétude au niveau global. Je pense que ce qui est un des points les plus durs pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est de se projeter dans l'avenir. Et surtout dans le métier d'un journaliste. Parce qu'on voit récemment qu'il y a des attaques face aux journalistes qui essaient de faire leur métier. Comment est-ce qu'on se fait le courage d'intégrer une communauté, une carrière qui semble être menacée par les forces politiques aujourd'hui? C'est pas qu'aujourd'hui, ça a toujours existé. C'est vraiment de tout temps, ça a existé. Quand un gouvernement ne veut pas qu'on dise certaines choses, il ferme le robinet, comme on dit. Hein. Voilà, on ne diffuse plus, l'émetteur ne diffuse plus la radio, ne diffuse plus la télé. Aujourd'hui, il y a un troisième média qui est Internet. Ben là aussi, on peut fermer le robinet, c'est plus compliqué quand même. Les plateformes, c'est plus difficile à fermer, mais comme il y a plusieurs plateformes, parfois, il y en a toujours une qui marche. Donc, je ne crois pas que c'est nouveau comme phénomène. Même nous, en France, on a... Je ne veux pas citer quelques présidents de la République, mais enfin, ils avaient main mise sur la télévision française. On n'avait pas le droit de dire certaines choses et on jetait des journalistes, on les virait, voilà, on les renvoyait parce qu'ils avaient dit des choses qu'il n'aurait pas fallu dire. Ça a toujours existé de manière plus ou moins importante. C'est pas vraiment nouveau. Bon, avec Trump, c'est un peu, comment dire, hectic, je dirais, parce que lui, c'est l'humeur du moment. Hein. Ce matin, il dit, bon, allez, aujourd'hui, je vais virer quelqu'un. Non, je sais pas, c'est un petit peu... Oui, c'est son humeur personnelle, donc... Mais c'est aussi une stratégie, je pense. En fait, rien n'a changé. Les guerres sont différentes, les hommes sont différents, les causes parfois sont différentes, mais les haines, les rivalités sont toujours là. Une question sur le métier de journaliste, parce que je pense que pour les étudiants, la carrière journalistique est une voie encore particulièrement attractive, malgré toutes les difficultés qu'elle impose. Est-ce que vous auriez un conseil ou un genre de programme pour un jeune journaliste ambitieux? Bon, alors, il y a bien sûr d'un côté les écoles de journalisme, mais qui vous forment à la partie technique, je dirais, du métier, savoir faire une interview, quel que soit le média, savoir techniquement comment faire un montage, comment concevoir vos questions, comment se servir de vos réponses. Bon, moi, j'appelle ça la partie technique, hein, de manière générale. Ce n'est pas uniquement l'outil, mais quand même. Mais quand on embauche des journalistes, enfin, moi, je faisais comme ça. Quand ils me disaient, j'ai aussi fait une licence d'histoire, j'ai aussi fait un master en géographie, j'ai aussi fait de la littérature, je trouvais que c'était plus intéressant parce que c'était des étudiants qui avaient l'esprit ouvert, qui n'avaient pas d'œillères, qui s'intéressaient au monde. Quand vous faites des études d'histoire, vous avez bien sûr l'histoire du monde, mais vous savez aussi la géographie, les pays, vous connaissez les problèmes économiques, vous connaissez beaucoup de choses. En littérature, vous connaissez d'autres choses, c'est la partie culturelle. Donc je pense qu'effectivement, plus vous avez acquis de connaissances, mieux c'est. Déjà, pour un premier point, je crois que il me semble important. Après, il y a effectivement ces quelques qualités que je vous ai citées tout à l'heure, la curiosité, l'audace, la passion. Ce sont des métiers où on ne fait pas 35 heures. Hein. Ce sont des métiers où on ne commence pas à 10 heures du matin et on finit à 4 heures parce qu'on a envie d'aller au cinéma le soir. Non. C'est des métiers souvent où on n'a pas toujours des vacances, où on a des horaires très fluctuants. Donc c'est un métier extrêmement prenant, mais si vous avez la passion, vous vous ennuyez jamais. C'est ça qui est merveilleux. Vous rencontrez tout le temps des gens, parfois dans des moments difficiles, mais je sais pas, le monde est à votre porte et le monde est devant vous et vous n'avez qu'à prendre que tout ce qu'ils sont en mesure de vous donner. Donc voilà, soyez réceptifs, soyez curieux, soyez ouverts. Et je disais hier à des étudiants, moi quand j'étais jeune, on ne disait pas je, jamais. On ne donnait pas son opinion. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes, qui peut-être pas sont des journalistes très formés, donnent leur opinion. Or, il ne faut pas le faire. On n'est pas là pour savoir qui vous êtes, ce que vous pensez. Vous êtes là pour donner l'info et l'auditeur, le téléspectateur va se faire sa propre idée en vous écoutant ou en vous regardant. Pour finir, sur une note plus personnelle, y a-t-il un reportage ou un moment de votre carrière qui vous a le plus marqué? Ou une anecdote? Voilà. C'est difficile, j'en ai beaucoup. J'ai rencontré tellement de gens à la fois intéressants ou désagréables, mais bon, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai adoré Serge Gainsbourg, un homme extrêmement cultivé,
qui connaissait tout dans la littérature. Donc on pouvait parler des heures d'écrivains. C'est les écrivains que j'ai toujours préféré interviewer plutôt que les chanteurs, les comédiens, les artistes. Les artistes, pour nous, c'est toujours dans la liste noire. Ce sont des gens qui ont du mal à parler d'eux et ils disent regardez notre œuvre, sculpture, peinture, que sais-je, il n'y a pas besoin de s'exprimer. Donc quand on veut faire parler quelqu'un, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais pour moi, les écrivains, c'est intéressant. Les hommes politiques, quelques-uns sont intéressants. Les femmes d'hommes politiques sont intéressantes. Là, j'en ai rencontré plusieurs. Et puis, il y a ceux qui sont grognons tout le temps, désagréables. Je ne vais pas donner des noms, mais il y en a quand même beaucoup. Moi, je pense à Johnny Hallyday qui m'a marché sur les pieds, qui ne s'est pas excusé, en pleine neige. Je disais quand même, vous êtes lourd. Enfin bon, voilà. Ou j'ai vu Céline Dion, toute jeune, qui est arrivée à Paris avec sa maman, qui commençait à peine sa carrière, et tellement timide qu'il fallait lui arracher les mots. Je sais pas, je pense des petites choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de moments que j'ai aimés vraiment énormément. Merci beaucoup Vicky pour cet échange riche et éclairant. Et merci d'avoir suivi cet entretien. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et à suivre La Gazelle pour rester informé de notre actualité. C'était Jade et Cosmin et on vous dit à très bientôt.